En audit, toutes les procédures ne se valent pas. On a des procédures qui sont jugées comme fiables et des procédures qui sont absolument pas fiables. Je m'appelle Dylan, j'ai passé 4 ans en audit dans un Big Four à Paris. J'ai formé plus de 120 juniors via des séminaires que j'ai animés et j'ai aussi sauté un grade. Et mon objectif avec cette chaîne, c'est de te donner toutes les infos pour que tu puisses, toi aussi, faire partie des meilleurs de ta promo. Dans cette vidéo, je vais commencer par t'expliquer pour chaque procédure pourquoi est-ce qu'on le fait, comment on le fait. Ensuite, on va essayer de jauger son niveau de force probante pour le noter sur une tier list. Et puis enfin, je vais te donner mes conseils pour tes missions. On est un peu comme des enquêteurs qui vont interroger tous les suspects au sein d'une maison pour savoir lequel des membres de la famille a commis le meurtre. L'intérêt de faire un entretien client, c'est de détecter un peu la fumée pour savoir un peu vers quoi on va investiguer. L'une des procédures qu'on fait lors des entretiens clients, c'est pour alimenter notre revue analytique, qu'on pourrait considérer comme de l'analyse financière où l'objectif c'est deux choses. C'est de comprendre le contenu d'un compte, par exemple qu'est-ce qu'il y a dans le chiffre d'affaires, à qui on a vendu quel type de produit, et aussi de comprendre la variation. Pourquoi est-ce qu'on est passé de 15 millions de chiffre d'affaires à 50 millions de chiffre d'affaires? Pour faire cette revue analytique, on va commencer par creuser nous-mêmes avec les documents comptables, mais tôt ou tard, on aura besoin d'aller demander au client pourquoi ça variait. Le problème de l'entretien client, c'est sa force probante. C'est simple, le client peut nous mentir. Et vous allez voir que l'intérêt principal de l'entretien client, c'est pas cette procédure en tant que telle, mais c'est que ça va nous permettre de croiser, de corroborer différentes procédures. C'est pour ça que c'est aussi intéressant. Mais si on prend l'entretien client en tant que tel, sa force probante est très faible. C'est l'une des plus faibles qu'on a en audit financier. Et c'est pour ça que je vais la classer ici, au dernier rang de notre classement. Dans l'art de la discussion, il y a un concept qu'on appelle le concept de l'écoute active. L'écoute active, ça consiste, lors de discussions, à laisser la personne s'exprimer ouvertement, puis à rebondir sur ce qu'elle a dit. Pour pratiquer l'écoute active, vous devez reformuler les propos de la personne pour l'inviter d'elle-même à en dire plus. Pourquoi c'est important de faire ça? C'est parce que si vous arrivez et vous posez que des questions fermées sur les variations que vous avez identifiées, par exemple dans la balance générale, certes, vous allez avoir vos réponses, mais vous risquez de passer à côté d'informations qui ne sont pas perceptibles de prime abord via des simples variations de votre fichier Excel. Et donc, c'est ça l'intérêt de l'écoute active, c'est d'avoir des informations que vous n'avez pas forcément pensé à demander. Deuxième conseil que j'ai pour vous par rapport aux entretiens clients, c'est la prise de notes. C'est comme quand vous êtes à la fac, en amphi. Quand vous arrivez, quand vous débutez, moi je vois beaucoup de juniors, et c'est aussi un peu ce que je faisais au début. En entretien, ils sont là en train de taper comme des malades parce qu'en fait, ils veulent louper aucune information et du coup, ils passent l'entretien tête baissée sur leur clavier à tout noter. Quand vous êtes à la fac, au début, c'est ce que vous avez certainement fait, mais vous avez vu avec le temps que toutes les informations que le prof dit ne sont pas importantes. C'est pour ça que mon conseil, c'est que quand vous prenez des notes pour vos entretiens clients, essayez, dans la mesure du possible, de bien distinguer le superflu que vous n'allez pas noter de l'essentiel que vous allez devoir noter. Il y a 3 outils qui sont importants. Le premier outil, c'est un outil de capture de notes rapide. En gros, c'est un outil qui va vous permettre de capturer des notes sans trop de distraction. Et donc là, il y a 2 outils qui sont efficaces. Si vous êtes sur Windows, c'est Sticky Notes. Vous voyez, ça ressemble à ça. C'est des penses-bêtes assez classiques. Et si vous êtes sur Mac, c'est plutôt Apple Notes. Donc en fait, l'intérêt, ça ressemble à ça. L'intérêt de prendre ces notes directement ici, c'est que vous voyez que c'est une interface qui est épurée dans les 2 logiciels et qui vous permet de vous concentrer sur la prise de notes et pas autre chose. C'est pour ça que moi je vous conseille d'avoir ces outils-là. Ensuite, vous allez utiliser des outils comme Notion ou Microsoft To Do pour organiser ces notes sur le long terme. Les entreprises ont des stocks dans leur actif et le meilleur moyen de vérifier si des stocks existent, c'est d'aller les observer, les voir. Quand on débute, on peut penser que l'intérêt d'un inventaire, c'est d'aller compter le stock en tant que tel. En fait, c'est pas ça, c'est pas vraiment ça. Quand vous travaillez sur des grandes entreprises, les inventaires, parfois, ce sont des milliers, voire des millions de références. Souvent, dans les grosses boîtes, les inventaires se font tout au long de l'année, se font sur plusieurs établissements, sur plusieurs zones géographiques. Donc, on n'est pas là pour assister, pour compter réellement tous les stocks d'une entreprise. L'intérêt d'un inventaire, c'est plutôt d'observer que le comptage est bien réalisé. En fait, l'inventaire, c'est un test de procédure. C'est plus un test de la procédure de comptage que d'assister au comptage en tant que tel. Le postulat qu'on établit, c'est qu'on dit on estime que si on assiste à un inventaire à une date donnée, par exemple fin décembre, et qu'on voit que la procédure, que le comptage est bien réalisé, alors on pourra se fier au niveau de stock
que l'entreprise va déclarer à la fin de l'année parce qu'on va se dire que ce niveau-là a été bien évalué. Les inventaires, ça peut être déstabilisant. Je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi. J'ai fait un stage de fin d'études dans un cabinet qui s'appelle RSM à Paris. Voilà, je débute le stage en octobre et puis en décembre, on me dit tu dois aller assister des inventaires. Les inventaires, c'est une seule personne qui y va souvent, donc vous allez devoir prendre votre train vous-même, vous faire rembourser, etc. et puis aller assister à l'inventaire. Donc moi, j'ai fait plusieurs inventaires à ce stage-là, mais je me souviens d'un inventaire qui était un peu hardcore. J'ai fait des inventaires sympas, j'avais fait des concessionnaires, etc. Moi qui aime bien les voitures, j'étais content d'avoir compté des voitures, les matriculer et tout. Mais l'un des inventaires qui m'avait frappé, c'était vraiment un abattoir de porc. C'était un peu, il y avait des carcasses de porc qui traînaient, il y avait l'odeur et tout, le froid. C'était vraiment extrême. Mais c'est pour vous dire que, pour vous expliquer un peu comment ça se passe le jour de l'inventaire. Première chose, c'est que ça dépend des fois, mais souvent vous allez essayer d'être là au moment où débute l'inventaire. Donc si l'inventaire débute très tôt le matin, souvent c'est un peu le cas, vous devez soit prendre un hôtel et dormir la veille dans un hôtel pour être là le matin très tôt vers 6-7 heures, ou soit vous allez prendre le train très tôt le matin. Si on vous demande d'être présent au début de l'inventaire, c'est parce que la première chose qu'on doit faire, vu que c'est un test de procédure, c'est de nous assurer que les instructions de comptage sont bien données aux gens qui vont compter. Donc souvent, vous allez avoir des directeurs de sites qui vont faire une petite réunion de 30 minutes avant le début de l'inventaire où ils vont dire à tous les opérationnels de l'entrepôt, voici comment vous devez compter. Si je vous dis ça, c'est parce que l'un des éléments importants quand on fait un inventaire, c'est qu'on doit faire l'inventaire de ce qu'on appelle à l'aveugle. Imaginez que vous devez compter des pièces de voiture de Tesla. Vous êtes un opérationnel, donc vous êtes là pour compter des pièces de voiture. On vous dit pour cette pièce A, tu es censé avoir 20 pièces de voiture. Vous arrivez sur l'entrepôt, vous n'en comptez que 19, vous savez que normalement il devrait y en avoir 20, vous avez la flemme d'aller chercher le dernier, du coup vous allez reporter sur votre fiche d'inventaire 20 alors que vous n'avez vu que 19. C'est ça en fait le problème. Le problème c'est que si vous savez le nombre de pièces que vous êtes censé compter à l'avance, vous ne faites pas un inventaire à l'aveugle et vous risquez de falsifier le montant que vous avez réellement observé. Donc c'est le genre d'informations qui doivent être communiquées aux personnes qui vont compter et c'est pour ça qu'on doit assister aux instructions avant que le comptage commence. Une fois que le comptage commence, il y a deux procédures à faire. La première, c'est list to floor et la seconde, c'est floor to list. List, c'est la fiche d'inventaire, la fiche de stock et floor, c'est ce qui se trouve dans l'usine. Quand on dit list to floor, ça veut dire que en fait, la veille idéalement de l'inventaire, vous devez recevoir la fiche de stock et vous allez faire une sélection de 20, 25, 30 pièces d'inventaire. Vous allez faire la sélection en amont du comptage et quand vous allez commencer l'inventaire, vous allez devoir compter, vous allez devoir vérifier, vous allez devoir retrouver dans l'entrepôt les 15, 20, 30 pièces que vous avez sélectionnées. L'intérêt de faire un list to floor, c'est de s'assurer l'existence des stocks qui ont été reportés dans la comptabilité, donc dans la fiche de stock, et de s'assurer que ça existe bien dans l'entrepôt. La seconde procédure, c'est le floor to list. Vous l'avez compris, c'est l'inverse. Vous allez compter au hasard des pièces d'inventaire dans les entrepôts. Par exemple, des carcasses de porc. Vous allez les relever parce qu'il y a des fiches avec des codes barres. Vous allez les relever, vous allez vérifier que ces carcasses sont bien présentes justement dans les fiches de stock. Donc là, l'intérêt, c'est plus de vérifier que les fiches de stock sont bien complètes, qu'il n'y a pas d'oubli. Donc ce sont les trois étapes d'un inventaire. On assiste aux procédures, list to floor, floor to list, et puis après vous barrez. Ce qui est bien lors des inventaires, c'est que ça commence parfois tôt malheureusement, mais ça finit tôt aussi. Donc moi, la plupart des inventaires que j'avais fait, franchement, c'est un truc que je n'aimais pas faire, je détestais ça. J'en ai fait une dizaine sur 2 saisons. J'en ai fait lors de mon stage de fin d'études, j'en ai fait 5 plus ou moins, et 5 aussi quand j'étais junior 1. Souvent, quand vous êtes junior 2, senior, vous en faites plus. Moi, j'ai pas aimé ça parce que voilà, au début, c'est bien parce qu'en fait, c'est la seule fois quelque part en audit financier où vous êtes vraiment dans l'entrepôt, donc vous avez une compréhension du business qui est vraiment top, puisque vous voyez vraiment comment ça se passe. Vous avez le directeur de site qui débute, qui vous fait un petit tour d'usine, souvent pour vous expliquer, voilà comment ça se passe, voilà comment c'est organisé. Souvent, c'est des gens qui sont passionnés par leur métier, donc vous expliquent un peu comment le produit est fabriqué. Donc en fait, vous avez une compréhension de business qui est incroyable. Et puis aussi, vous êtes confronté à des opérationnels. Donc au début, c'est bien, mais moi, ce que j'ai pas trop aimé, c'est aller compter des choses, aller essayer de retrouver des palettes, etc. Moi, c'est pas mon truc. Donc il y avait des magasins Claire's, je crois que c'était l'un de mes pires inventaires parce qu'il avait duré très longtemps. J'étais parti du côté de Bordeaux de mémoire pour aller compter ça. Et ouais, en fait, chez Claire's, en fait, vous avez plein, des milliers de petits accessoires qui sont vendus et à aller les retrouver, faire du list to floor. En plus, c'était le bordel au niveau de leur stock et tout. Mais c'est important de le faire, c'est important de bien le faire parce qu'après, vous allez devoir l'expliquer aussi aux juniors que vous allez superviser quand vous serez senior. Alors, les inventaires, vu que c'est une observation, ça a quand même une force probante assez élevée. Je vais classer cette procédure en A. Avant de parler de la prochaine procédure, je voulais vous rappeler un peu pourquoi est-ce que on fait toutes ces procédures et comment ça fonctionne. Alors, j'aime bien toujours revenir à la base.
Qu'est-ce que l'audit financier? C'est de rassurer les personnes qui vont lire les comptes d'une entreprise. Donc on parle des comptes de l'entreprise, on parle des états financiers. On veut rassurer les personnes qui vont lire les comptes, les parties prenantes, que les comptes sont réguliers, sincères et qu'ils présentent une image fidèle des comptes. Pour faire ça, je vais résumer les grandes étapes d'une phase finale d'audit financier. Quand on reçoit la balance générale, on commence par calculer les seuils. Parmi les seuils qu'on utilise, on a particulièrement un seuil qui est utilisé pour savoir ce qu'on va auditer, c'est le seuil de planification. Une fois qu'on a calculé les seuils et notamment le seuil de planification, on va ouvrir chaque compte et classe de compte pour savoir ce qu'on va auditer. Je m'explique. Pour vous donner un exemple, imaginons qu'on calcule les seuils et parmi les seuils, on a un seuil de planification qui a 1 million d'euros. On va ouvrir les comptes de l'entreprise. Par exemple, là, je prends les comptes de Tesla pour le compte de résultat et on va se dire que tout ce qui dépasse 1 million d'euros, par exemple, les ventes sont à 1,3 million, on va les auditer. Par contre, tout ce qui est inférieur à 1 million d'euros, par exemple, les autres produits, on ne va pas les auditer. Donc, c'est pour ça qu'on commence par calcul des seuils. Deuxième étape, pour chacune des transactions qu'on va décider de vérifier, on va se demander donc quelles sont les procédures qu'on va mettre en place. Par exemple, pour les stocks, on va simplement se dire que le meilleur moyen de vérifier l'existence des stocks, c'est d'aller observer les procédures, donc de faire un inventaire. On va exécuter les procédures. Ensuite, on va remplir un concept qu'on appelle la bucket of evidence. Ce qui se passe, en fait, c'est que toutes les procédures qu'on effectue sont là pour nous permettre de récolter des preuves. Vous allez voir, par exemple, l'une des procédures qu'on effectue, c'est ce qu'on appelle le testing, test de transaction. On va récupérer des factures. Les factures, en tant que telles, c'est considéré comme une preuve. Et en fait, la philosophie qu'on doit avoir, c'est de se demander à partir de quand est-ce qu'on a suffisamment de preuves pour avoir une opinion sur un compte. Quand on a fini de faire toutes les procédures, de récolter toutes les preuves, là, on va pouvoir conclure notre audit et puis émettre notre opinion favorable ou défavorable. Là, dans cette vidéo, je n'aurai pas le temps d'aborder toutes les procédures. C'est pour ça que je vous ai mis un lien en description avec le guide des procédures qui explique un peu plus en détail. D'ailleurs, cette vidéo, en globalité, elle est issue d'un simple module de la Junior Academy, du programme que je vous propose, qui vous permettra de découvrir les 6 cycles qu'on confie aux juniors et de réussir votre première année cabinet d'audit. Prochaine procédure, c'est ce qu'on appelle le testing. Ça porte plusieurs noms en fonction du cabinet. Certains vont parler de tests de transactions, d'autres d'inspection de documents notamment. En fait, cette procédure-là, c'est peut-être 80% de l'audit financier. Cette procédure, ça consiste simplement à sélectionner aléatoirement des transactions et ensuite à vérifier que les documents, par exemple les factures, qu'on a un PDF sous les yeux, correspondent bien aux montants qui sont comptabilisés. Par exemple, prenons l'exemple de Tesla. On voit qu'on a des achats de marchandises qui s'élèvent à 1,328 milliard. Et si on voulait auditer ces achats de marchandises, ce qu'on ferait, c'est qu'on obtiendrait le détail de tous les achats. Ensuite, on lancerait un outil. Souvent dans les cabinets, c'est des macros qu'on va utiliser pour sélectionner aléatoirement plusieurs transactions. Par exemple, on pourrait en prendre 50. Et puis, sur ces 50 achats qu'on a sélectionnés, on va demander au client de nous envoyer les factures. Ensuite, on va vérifier si on voit une facture à 50 000 euros. Tesla a bien comptabilisé 50 000 euros et pas 60 ou 40 000. Donc ça, c'est le principe des tests de transaction. Alors, au niveau de la force probante, en fait, de l'inspection de documents, c'est un peu mitigé parce que déjà, c'est l'une des procédures qu'on fait le plus souvent, mais il y a toujours, en fait, un risque de manipulation. Parce que la plupart des factures qu'on reçoit, ce sont des documents PDF en tant que tels, qui sont envoyés par le client. Donc là, par exemple, on a le PDF avec les états financiers de Tesla. Je pourrais très bien m'amuser, si je voulais manipuler le commissaire aux comptes, je pourrais très bien m'amuser à dire qu'on n'a pas 1,328 milliard d'euros d'achats, parce que les achats, c'est négatif pour l'entreprise, ça diminue un peu son résultat, et c'est pas dans leur intérêt de présenter beaucoup d'achats. Donc on pourrait dire, ok, bah, je vais supprimer ça, et finalement, je vais leur dire qu'on n'a plus que 1 million d'euros d'achats. Vous voyez que le test de transaction, c'est une procédure qui est moyennement fiable, parce qu'il y a toujours ce risque de manipulation. Je vais vous introduire, toujours avec l'idée de vous donner une longueur d'avance par rapport aux autres. Il y a un concept qui est important en audit financier, c'est un document qui est important, qui est ce qu'on appelle une lettre d'affirmation. Il y a peu de juniors qui le comprennent, donc si vous le comprenez, c'est très bien. En fait, le sujet de la lettre d'affirmation, c'est que, en gros, la lettre d'affirmation, c'est un document qui est rédigé par le client, où le client va dire de manière écrite et formalisée à son commissaire aux comptes à la fin d'un audit, j'ai été réglo avec vous. Je vous ai donné toutes les informations, je vous ai pas manipulé. S'il y avait des fraudes qui ont été commises par des membres de mon équipe, je vous en ai fait part et j'ai été de bonne foi. Vous allez vous demander, c'est quoi l'intérêt pour un client d'envoyer la lettre d'affirmation à son auditeur financier? Déjà, c'est une procédure qui est obligatoire. En fait, j'appelle ça le document le plus politique de l'audit financier. En fait, pour moi, la lettre d'affirmation, c'est un document qui permet à l'auditeur financier de se baquer. Si jamais demain vous avez un scandale financier, vous auditez Tesla, vous avez testé 50 factures d'achat pour valider qu'il y ait bien 1 milliard d'achats de marchandises. Par contre, demain, il y a un scandale et puis on vient voir qu'en fait, les montants étaient faux, les montants étaient erronés. On vient vous demander, à vous, commissaire aux comptes, comment c'est possible de ne pas avoir vu cette erreur-là. Et vous, pour vous baquer, pour vous justifier, vous allez dire, attendez, les gars, moi, mon rôle en tant qu'auditeur, j'ai pas une obligation de résultat. En gros, j'ai jamais certifié qu'il n'y ait pas d'anomalie. J'ai juste dit que je n'ai pas observé d'anomalie significative. Donc déjà, j'ai été prudent. Deuxièmement, regardez, Tesla m'a confirmé par écrit qu'ils ont été sincères avec moi. Ils m'ont signé cette lettre d'affirmation. Regardez, c'est écrit ici. Donc si vous avez un procès à engager, si
vous avez quelque chose à reprocher à quelqu'un pour ce sujet particulier, ce n'est pas à moi, c'est à Tesla directement. Parce qu'en tant qu'auditeur, je suis pas dans la mesure physique, limite technique, philosophique de tout vérifier. Je suis obligé d'avoir une approche par les risques. Si l'entreprise veut me manipuler, fondamentalement, elle peut le faire. Par contre, mon obligation, c'est de mettre en œuvre tous les moyens qui sont requis par notre Bible, par notre référentiel d'audit qu'on appelle les normes d'exercice professionnel, les NEP. Ça prouve que j'ai fait tout mon possible pour valider ces informations. Alors, autre procédure qu'on va aborder, c'est la procédure de circularisation, qu'on appelle confirmation externe. Donc cette procédure-là, elle consiste à demander à des tiers, par exemple les banques, les avocats, les clients et les fournisseurs, souvent c'est les 4 tiers qu'on circularise, de nous confirmer des informations, souvent par mail, par écrit ou peu importe. Pourquoi on fait ça? En fait, il y a certains cas où on a besoin d'avoir plus d'assurance, où on a certains cas même parfois c'est le seul moyen de valider certains critères d'audit. Je vais vous donner un exemple avec les dettes fournisseurs. Donc là, vous voyez que Tesla, ils ont 16 millions de dettes fournisseurs, 16 millions 7 de dettes fournisseurs. Pour valider ces dettes fournisseurs, on va faire un test de transaction. C'est ce qu'on fait en audit, on va sélectionner des factures fournisseurs et vérifier qu'ils ont bien été comptabilisés pour le bon montant. Le risque avec les dettes fournisseurs, le principal risque d'audit en fait, c'est qu'il y ait des dettes fournisseurs qui n'aient pas été comptabilisées. Parce que les dettes fournisseurs, c'est négatif pour l'entreprise. Donc, j'ai fait une vidéo par rapport aux assertions et l'assertion des dettes fournisseurs, c'est l'exhaustivité, donc c'est de s'assurer que les dettes fournisseurs soient complètes. Est-ce que ça fait vraiment sens de tester des factures qui sont déjà comptabilisées pour vérifier qu'il n'y ait pas de dettes qui étaient cachées? Le meilleur moyen de s'assurer qu'il n'y ait pas des dettes qui sont cachées, c'est pas d'aller vérifier les dettes qui ont déjà été comptabilisées. Donc c'est pour ça que pour les dettes fournisseurs, ça peut être intéressant, ça dépend de la méthodologie des cabinets, mais ça peut être intéressant d'aller circulariser des fournisseurs. Par exemple, Tesla a des dettes fournisseurs envers Bosch. Donc Tesla, par exemple, a 30 factures, ils ont comptabilisé 30 factures de dettes fournisseurs vis-à-vis de Bosch. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va circulariser Bosch, on va envoyer un mail à Bosch en leur disant « Ok Bosch, pouvez-vous simplement nous donner dans vos comptes quelle est votre créance que vous avez vis-à-vis de Tesla ?» Et là, Bosch va dire « Bah écoutez, moi Tesla me doit 50 factures. » Il y a un problème, parce que Tesla, nous, dans leur compte, on voit 30 factures, alors que Bosch nous dit qu'il y en a 50. Donc, il y a 20 factures que Tesla n'a pas comptabilisées. Donc, en fait, c'est ça l'intérêt de la circularisation par exemple, des dettes fournisseurs, c'est de nous permettre de détecter des choses qui sont manquantes dans les comptes. Si on avait testé que les 30 factures et qu'il n'y avait pas d'écart, on n'aurait jamais pu identifier les 20 factures qui sont manquantes. Donc, ça, c'est un exemple de circularisation, mais la circularisation la plus connue, c'est bien sûr la circularisation bancaire, où en fait, on demande aux banques de confirmer le solde qu'ils ont dans leur compte, mais aussi les pouvoirs bancaires. Alors, les circularisations, c'est une procédure qui est quand même très forte, parce qu'en fait, en audit, on estime que, sauf exception, les tiers, les avocats, les banques, les clients, les fournisseurs, n'ont pas intérêt à nous mentir, à nous manipuler. Contrairement au client qui peut simplement éditer un PDF. D'ailleurs, l'un des principes de la circularisation, c'est que quand on envoie un mail à un tiers, le tiers est censé nous répondre directement à nous. Et ça, c'est un conseil que j'ai pour vous parce que j'ai vu beaucoup parfois d'équipes, même parfois des seniors qui pensaient pas à le faire. C'est que quand on obtient des circularisations, on est censé les obtenir en direct. On n'est pas censé les obtenir de la part de notre client. Donc en fait, c'est nous qui devons demander aux tiers de nous confirmer des informations. Donc ils sont censés nous répondre directement par mail en mettant, s'ils veulent, le client en copie, mais on est censé recevoir la confirmation de leur part directe. Parce que si ça passe par le client, on se retrouve avec le même problème que les transactions, le test des transactions, on se retrouve avec la possibilité que le client modifie un peu le mail ou modifie le PDF. Donc c'est pour ça que les circularisations ont une force probante qui sont quand même assez élevées, qu'on va mettre au niveau A. On va parler maintenant d'une procédure particulière, parce que c'est pas une procédure en tant que telle, c'est plus un concept, c'est ce qu'on appelle la corroboration. La corroboration, c'est le fait de croiser des informations, des preuves, donc la bucket of evidence, de croiser des preuves qui sont issues de différentes procédures. Exemple, là vous allez comprendre tout d'un coup. Tesla, on arrive, premier jour de l'audit, on s'assoit avec Musk, on lui demande qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette année. Il nous dit ça s'est bien passé, chiffre d'affaires ça va, etc. Par contre j'ai eu un procès avec un directeur financier. Donc ça, on vient de faire, première procédure, entretien client, revue analytique. Il nous dit il a un procès avec un directeur financier. Vu que ce procès-là, il est particulièrement risqué, on a besoin d'avoir d'autres preuves que le montant du procès a bien été évalué, que les provisions sont bien comptabilisées, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, en plus de l'entretien client, demander à Musk de nous envoyer les PV de jugement qui nous prouvent le montant qui est demandé par la partie adverse, qui nous parle des conditions du procès, etc. Donc ça, c'est la deuxième procédure, le testing. Donc ça veut dire que pour le même sujet, on fait un entretien client, un testing. Ensuite, on va aller circulariser les avocats. Donc en fait, on va demander aux avocats directement de nous envoyer leur évaluation en leur demandant combien vous pensez que Tesla risque de payer. Et donc là, pour
pour un seul sujet. On a corroboré testing, entretien client, circularisation. Et c'est exactement pour cette raison-là que la corroboration, c'est la meilleure procédure qui est en audit financier. C'est plus le concept et je le classe en S tier. Tout à l'heure, je vous ai parlé des dettes fournisseurs, en vous expliquant rapidement comment ça fonctionnait plus ou moins pour auditer les dettes fournisseurs. Par contre, on n'est pas rentré dans le détail. Je pense que vous êtes là aussi pour du concret. Donc, si jamais vous voulez voir comment est-ce qu'on fait concrètement pour auditer un cycle, genre on reçoit la balance générale, comment est-ce qu'on fait pour calculer les seuils sur Excel, pour distinguer ce qui est significatif de ce qui n'est pas significatif, ensuite pour sélectionner, etc. Et donc tout ça, c'est ce que je vous explique dans cette vidéo qu'on va pouvoir attaquer maintenant. C'est parti.